À la veille de la Seconde Guerre mondiale, Peugeot est le deuxième constructeur français avec plus du quart de la production en 1939. Après des années 30 difficiles, ils ont finalement redépassé Renault en 1937 et, depuis 1938, les commandes liées à la politique d'armement ont engendré une transformation à des fins militaires des véhicules phares de la marque. Ils ont également lancé en parallèle la fabrication d'obus et même de pièces de l'avion Amiot. La forge de Sochaux marche à plein régime et permet un accroissement du chiffre d'affaires ainsi qu'une accélération des fabrications en série. Mais forcément, cela rend la firme beaucoup plus attractive pour l'occupant après la débâcle. En effet, il faut peu de temps pour que les Allemands mettent la main sur les infrastructures de Peugeot. Pour éviter la fermeture et l'envoi de ses ouvriers en Allemagne pour le STO, c'est-à-dire le service du travail obligatoire, l'entreprise sera contrainte de travailler pour faire des moteurs d'avion, des pièces pour chars, des voitures, et même à partir de 1943, lorsqu'ils passeront sous le contrôle de Ferdinand Porsche et de Volkswagen, de faire des pièces pour le nouveau programme de missiles allemand, le V1. Alors bien sûr, il faut garder à l'esprit que Peugeot est une richesse familiale régionale et qu'ils emploient plus de 15 000 personnes à Sochaux, donc on ne peut se permettre de faire exploser la forge. Mais les ouvriers et les cadres Peugeot sont très patriotes, et ils ne peuvent pas se permettre de construire du matériel militaire pour les nazis non plus. Ils vont donc choisir de collaborer en apparence, mais en finassant, pour reprendre leurs mots, et en jouant d'astuces pour que rien ne soit fait correctement. Et malheureusement pour les nazis, il s'avère que c'est un sport national français. Alors laissez-moi vous présenter mon top 5 des astuces typiquement françaises de Peugeot pour faire de la résistance sans en avoir l'air. Numéro 1, la tactique de la tête de branleur. À la veille de la guerre, les usines de Peugeot sont parmi les plus modernes du pays. Sa productivité a doublé en 10 ans et selon les observateurs, une mécanisation plus intense rendrait compte de cette performance supérieure à celle de Renault, qui pourtant est la référence. Cependant, l'administrateur allemand chargé d'inspecter les usines va déclarer « Auto-Union a visité Peugeot en vue d'une prise de contrôle éventuelle, mais les ateliers mécaniques sont complètement vétustes, on n'y trouve pour l'essentiel que des vieilles machines. » En effet, sentant le vent tourner, Peugeot a tout envoyé en Gironde lors de l'avancée de la Wehrmacht, si bien qu'il ne reste plus grand-chose de ce qui faisait l'usine de Sochaux d'avant-guerre. Sochaux travaillera ainsi donc bien pour les Allemands, mais pour vous donner une idée, ils produiront autant de voitures en 4 ans d'occupation qu'en 1938 et ne produiront que très peu d'équipements militaires viables à l'exaspération des nourrices nazis qu'on leur a mis sur le dos. Dès 1941, leur nourrice numéro 1 se plaint du comportement de Jean-Pierre Peugeot, le directeur général, qui vient de reprendre le contrôle du groupe Peugeot. Le contrôleur allemand fait état de la mauvaise volonté de la firme, qui ne fait que traîner en longueur sur les discussions pour la fabrication des pièces de chenilles. Plus tard, en mai 1942, il se plaint encore, mais cette fois que 60% des véhicules 2 tonnes de Peugeot, du type DMA, sont inacceptables par accident d'embrayage, et que 60% sont aussi inacceptables, mais pour des défauts de joints de culasse non étanches. Ça va, c'est qu'un fruit. Qu'est-ce qu'on risque? Astuce numéro 2, la mauvaise volonté. Le colonel Dietrich et le major Hoffmann, justement leurs 2 autres nourrices, ne cessent de se plaindre eux des difficultés rencontrées avec l'entreprise, qui ne trouve jamais elle-même la solution de ses problèmes. Le manque de machines, le manque de main-d'œuvre, le manque de matières premières. Allez. Mais dites donc, ça fait 2 fois que vous faites ça. Oui. Vous m'avez déjà pris mes chaussures, maintenant mon vélo. En 1943, Peugeot est assigné à la fabrication du moteur de l'avion de combat allemand, le Focke-Wulf. Le directeur de l'usine, Ernest Matern, raconte. Volkswagen a voulu imposer aux usines la fabrication d'éléments de l'avion Focke-Wulf, mais grâce aux demandes de la direction générale, cette commande, qui devait être très importante, a été considérablement réduite. Nous avons invoqué notre manque de compétences, nos moyens suffisants en dessinateurs, en outilleurs, en matériel. On nous a donc envoyé un renfort de dessinateurs, pour la plupart incompétents. La direction avait obtenu, d'autre part, que l'assemblage définitif soit exécuté chez un sous-traitant. La situation ainsi créée était si embrouillée que le programme était devenu impossible à réaliser, ce qui est arrivé puisque, 1 an après, rien n'avait pu être livré alors qu'il avait suffi de 4 mois pour fabriquer le tronçon numéro 4 de l'avion Amiot. Cela nous mène à la 3e astuce, l'administration à la française. Matern rappelle la stratégie de la société. La direction générale a chambré les Allemands tant qu'elle a pu à Paris. Les visiteurs de Sochaux, au moins 2 groupes par semaine, sont renvoyés à Paris à chaque fois. Là,
la direction les met en opposition et elle obtient généralement qu'on ne se servira pas de notre matière. Or, dans mes rapports, on voit souvent arrêté, manque de matière, ce qui était faux bien sûr. C'est délibérément que la direction générale complique les circuits de décision. Pour le suivi des commandes allemandes, elle crée le 26 février 1941 au siège social à Paris un service des commandes allemandes qui interdit de donner le moindre accord et même le moindre avis aux commanditaires allemands tant qu'ils ne se sont pas adressés à ce service. Il se jouera forcément alors une énorme commedia dell'arte entre l'usine et la direction, s'engueulant à coups de recommandés car l'un et l'autre n'ont pas suivi les procédures, n'ont pas respecté la demande de l'autre, et que à cause de ça, forcément, ils sont obligés de tout recommencer par la faute de l'autre. Oh non, putain, mais j'avais tout bien commencé, j'avais fait mes petits plans et là, bim, vous m'arrêtez. Donc nécessairement, rien n'avance et rien n'est produit. Enfin, la dernière astuce, les balances. En 1943, Ferdinand Porsche essaye, en vain, d'associer Peugeot à la fabrication de V1, le premier missile de croisière de l'histoire. Dans le cadre de ce programme, un ingénieur de Peugeot, Cortelezzi, a été convoqué à Fallersleben, siège de la grande usine Volkswagen, pour étudier le plan et le mettre en place dans l'usine de Peugeot pour l'industrialisation. Mais il l'a tellement bien étudié qu'il l'a recopié et envoyé aux Anglais directement à son retour en France, via un espion de leur pays, Harry Rie. Sous le nom de César, celui-ci en effet est entré en contact avec un cadre de l'entreprise, Pierre Cyr, et le frère de Jean-Pierre Peugeot, Rodolphe Peugeot, pour organiser la résistance locale. Méfiants, ceux-ci lui font d'abord diffuser sur les ondes de la BBC le message suivant. La vallée du Doubs est belle en été. S'ensuit alors une collaboration qui permet à Peugeot d'organiser avec ses ouvriers plus d'une centaine de sabotages de leur propre usine et des points stratégiques de la région, indiqués par Jean-Pierre Peugeot. Les sabotages successifs mettront tellement à cran les Waffen-SS qui surveillent l'usine que cela mènera à des bagarres avec les ouvriers, puis même à des grèves. Exaspéré, le chef de la Gestapo de Dijon est envoyé par Berlin pour remettre de l'ordre. Mais il est décidé à embarquer tellement de personnel de l'usine que Ferdinand Porsche s'interposera lui-même, lui qui était présent à l'usine ce jour-là par hasard, car sinon cela garantissait la fermeture de l'usine qu'il pensait lui être utile. Il y aura en fait finalement tellement de retard sur son projet, le V1, que le premier V1 ne sera envoyé sur Londres qu'une semaine après le débarquement de Normandie, donc bien trop tard. Oh merde! Oh, c'est con ça! Voilà donc 4 des méthodes de Peugeot pour résister sans en avoir l'air. Mais Peugeot, qui a été héroïque, de l'ouvrier au directeur, paiera lourdement sa résistance. Plusieurs ouvriers seront déportés, et en guise d'exemple, 4 cadres, Godard, le directeur général des usines, Margen, le directeur des services de commande allemande, Bonal, le directeur de l'emboutissage, et Materne, le directeur de l'usine à la retraite dont je vous ai parlé juste avant, seront déportés. Bonal, lui, sera exécuté en Allemagne. Et Jean-Pierre Peugeot, le directeur de l'entreprise, sera également obligé de fuir en Suisse. La Gestapo tentera, après ces arrestations, de mettre les ouvriers dans sa poche en leur accordant une augmentation générale. Mais cela ne provoquera aucune sympathie parmi les ouvriers. La résistance aura été menée d'un même mouvement par Peugeot, que l'on y soit ouvrier, cadre ou patron, au-delà des concepts de lutte des classes. Pour preuve, le Front National, le mouvement de résistance communiste, pas le parti politique, enverra à Ernest Materne, le patron déporté, la lettre suivante à son retour. Monsieur le directeur, le comité du Front National de Montbéliard apprend avec vive satisfaction votre rappel à la tête des établissements Peugeot. En adressant nos chaleureuses félicitations aux Français patriotes qui a personnifié la résistance à l'ennemi dans les usines Peugeot, nous faisons des vœux pour que, sous votre direction patriotique, le grand établissement industriel reprenne d'un élan puissant toute son activité pour le grand bien de la patrie et du pays de Montbéliard. En fait, si je voulais vous faire cette vidéo, c'est en grande partie pour cette lettre. Au-delà de l'inspiration que l'on peut tirer de l'héroïsme de cette entreprise, qui sera quasiment en ruine à la fin de la guerre, tellement elle se sera sabotée pour nuire aux Allemands, au-delà du message sur la nécessité pour un pays d'avoir des capacités industrielles développées, c'est cette leçon de cohésion patriotique dans un pays en difficulté qui me touche. Elle me touche parce qu'aujourd'hui le pays est en difficulté, que la France n'a plus d'industrie et que le pays est profondément fracturé. Être patriote est suspect, travailler à l'usine est vu comme dégradant. Le Haut Commissariat au Plan a alerté dans un rapport récent que la France se tournait vers une économie de pays colonisés. On vend du bois à la Chine pour leur acheter leurs meubles,
et on vend des pommes de terre aux Belges pour leur acheter leurs chips. La France aujourd'hui est obligée d'importer la moitié des produits agricoles qu'on consomme. Il est temps que cela change, et j'espère que ces vidéos pourront apporter une petite pierre à l'édifice pour vous alerter sur cela, pour vous faire redécouvrir l'industrie au travers des histoires de ceux qui, par leur travail, ont fait notre pays. Pensez donc à vous abonner et à liker la vidéo si vous êtes toujours là, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À tantôt.